On est parti pour une nouvelle parlotte, ce que j'appelle les parlottes utiles. C'est en fait tous les certains temps dans ma chaîne, je me mets à faire une vidéo que j'appelle parlotte utile, où je parle devant la caméra et puis je me laisse aller à la discussion quoi. Et alors bizarrement, c'est le format qui me demande le moins d'efforts, mais c'est aussi le format qui fonctionne le mieux quand on regarde les commentaires. Quand on regarde les commentaires, j'ai fait quelques vidéos à succès, entre guillemets succès, dans le sens où tout le monde a apprécié la vidéo. Des montages, comme par exemple le montage sur la démocratie, là, sur la République, pardon, sur le fait que la République, est en train de mourir. Et par exemple, ça c'est une vidéo qui a fait un succès, donc il y a un montage et tout. Bon. Maintenant, j'observe les commentaires, bah, je vois que les vidéos qui ont fait le plus de bien aux gens, c'est mes vidéos que j'appelle parlotte utile. Donc on est reparti. Voilà. Donc si tu me connais pas, le Sylph, je suis Sylphirus, je fais des vidéos depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Et voilà. Alors je sais pas de quoi parler. Parce que autant j'ai énormément de sujets dans la tête, autant j'arrive pas à en faire quelque chose. C'est-à-dire que d'habitude quand j'ai des sujets en tête, soit j'en parle tout simplement là, devant la caméra. Ça me permet d'évacuer l'idée que j'ai en tête et ainsi de pouvoir en faire venir de nouvelles. Parce que l'humain, c'est une canalisation d'informations. En fait, toute chose vivante canalise de l'information. Canalise, hein, donc en gros, toute chose vivante sert de tuyau à information. Et les informations fluctuent à travers ces tuyaux que nous sommes, ces tuyaux animés, ces êtres vivants que nous sommes. Lorsqu'on parle d'une idée, de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est dans notre tête depuis très longtemps, eh bien cette chose peut enfin s'en aller. C'est comme une façon de pardonner en fait. C'est presque comme pardonner. Quand on parle, quand je dis pardonner, c'est-à-dire que tu vois, si jamais tu t'es fait voler ta maison par un gars et tu sais qui c'est, eh ben tant que tu l'auras pas pardonné, rien que penser à ce gars-là, ça va te mettre mal en fait. Ça va te défoncer. Tu vas vouloir lui péter sa gueule à ce gars-là. Tu vas te dire putain, cet enfoiré il est venu, m'a volé et tout. Et au bout d'un moment, un jour, tu es assez vieux et assez sage pour te dire bon, cette vengeance a assez duré, je lui en ai fait assez mordre aussi, je le pardonne, ça y est, voilà, je le pardonne et j'arrête de penser à ce connard. Et c'est comme ça que tu peux passer à autre chose. Et en passant à autre chose, en fait, tu accueilles de nouvelles émotions, tu accueilles de nouvelles manières de penser, et c'est ça qui va te faire grandir, évoluer. Les idées, c'est pareil. T'en as trop en tête, et à un moment, il faut que ça sorte, alors ça sort. Et à partir du moment où toutes ces idées sont sorties, c'est comme si tu avais débouché une... Tu vois le- 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 l'effet que ça fait quand tu débouches un siphon d'une canalisation, tu vois. Tu ouvres comme ça, trop, tu dévisses, t'as l'eau qui commence à couler sur les doigts, ça te fait peur parce que l'eau elle pue la mort. Et tu dévisses et là d'un coup tu enlèves et là t'as un gros truc comme ça qui... Une grosse merde de, de restes de cheveux, de restes de savon et de, je sais pas, de réactions chimiques qui ont créé une espèce de gélatine bizarre qui s'est accumulée dans le tuyau, tu vois. Et ben c'est exactement ça qui se passe quand t'as pas parlé à quelqu'un depuis très longtemps et que d'un coup tu t'ouvres, tu dis ce que tu as à dire et ben ça te fait le même effet. Voilà. Tu lâches tes idées et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as débouché cette canalisation d'idées, eh bien t'as l'eau qui peut couler, quoi. T'as le flux qui peut enfin de nouveau couler à l'intérieur de la canalisation. Le flux même de la vie. Le flux de la vie, bah oui. Un chevreuil. Le flux même de la vie qui est l'information. Voilà. Toute chose vivante manifeste une conscience. Mais qu'est-ce qu'une chose vivante? Une chose vivante est une chose qui est animée, dotée d'une âme, une chose qui bouge. Euh, une plante est une chose qui bouge, parce que si on accélère la vie d'une plante, on la voit grandir, bouger, tourner, essayer de tâter le terrain, communiquer avec les insectes, etc. On voit plein de choses.
si un animal est une chose qui bouge, une bactérie est une chose qui bouge, tout ça sont des choses qui bougent et qui transmettent de l'énergie en fait, qui font bouger un petit peu de l'énergie. Et qui canalisent de l'information, pardon, c'est ça que je voulais dire, qui canalisent de l'information. Ces choses-là, en canalisant de l'information, ben, elles manifestent une conscience. La conscience, c'est... Alors c'est très compliqué à expliquer, mais disons que c'est à la fois simple et compliqué. C'est la résultante d'une vie temporalisée. C'est alors on va dire ça mieux. C'est la résultante de la somme des flux d'informations au sein d'une structure dans le temps. Je suis obligé de rajouter dans le temps, en fait, parce que c'est simple. Une chose vivante, c'est quoi? Moi, vous voyez bien ce que je suis un corps humain avec plein de cellules qui communiquent les unes entre elles. Les cellules sont structurées d'une certaine manière, communiquent entre elles, etc. Et c'est la somme de toutes ces communications avec mon influx nerveux et mes communications sanguines qui crée ce que je suis, un être humain. Mais si on oublie de dire que c'est dans le temps, en fait, que la conscience n'est forcément que le temps, eh bien ça n'a plus aucun sens parce que en fait un flux, un mouvement est forcément lié à un temps. Il y a une formule assez évidente, c'est V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. La vitesse est liée à la trajectoire et au temps. Et donc en fait tu ne peux pas séparer un mouvement du temps. Et les dernières théories, la science nous prouve aussi que l'espace est aussi lié au mouvement. En fait, tout, absolument tout est lié au mouvement. Et lorsque le mouvement est rapide, eh bien, il peut accueillir une plus grande densité de matière. Et cette densité va ensuite provoquer une force gravitationnelle. Bon, mais pourquoi je parle de ça? Revenons au propos. Je suis la somme des échanges de mes petites individualités qui sont mes cellules et mes bactéries. Cette somme-là donne ma conscience. Ma conscience à moi, elle est... Alors, voilà, c'est ça qui est marrant et ça va ouvrir une porte sur la spiritualité. Ma conscience à moi, elle est principalement électrique. C'est-à-dire que c'est une conscience qui découle d'un système nerveux. Toute ma manière de voir et de comprendre le monde par mes 5 sens et par mes autres sens du cerveau, parce qu'il y en a d'autres sens cachés, sont en fait des sens nerveux, électriques. Sauf que dans le corps, il n'y a pas que des influx nerveux. Il y a aussi des influx, des échanges chimiques, des échanges liquides, des réactions, des cellules qui échangent aussi. Et un certain magnétisme et électromagnétisme qui est à la fois dans le corps, mais à la fois en dehors du corps, ce qui nous permet d'influer par notre magnétisme sur les corps des autres. Et de ressentir aussi le corps des autres. Vous avez tous vécu ce moment où derrière vous quelqu'un approche et vous le ressentez arriver sans l'entendre ni l'écouter. Vous êtes là avec vos écouteurs et d'un coup vous ressentez quelque chose derrière vous. Eh bien il y avait quelqu'un et vous avez ressenti sa présence, notamment soit sa chaleur, soit directement si vous êtes plus sensible, et c'est aussi beaucoup plus efficace de ressentir ça lorsqu'on est entraîné, son champ électromagnétique. Le champ électromagnétique autour des gens, c'est ce dont on parle souvent en spiritualité, les fameuses pelures d'oignon autour du corps, les fameuses... Et encore, parce que là, en faisant ça, je ramène tout au physique. Je ramène tout au physique, ce qui est une erreur. C'est une erreur parce que une bonne partie de ce dont on parle en spiritualité n'est pas du tout physique, mais genre vraiment pas du tout. Et même pas lié au temps. C'est-à-dire que si
si des choses qu'on peut percevoir ne sont pas liées au temps, eh bien, elles sont forcément d'un matériau complètement différent de ce qui provoque la vie matérielle. Notre conscience découle c'est une conscience électrique dans le sens où elle découle de notre système nerveux, et c'est vrai. C'est-à-dire que notre mental, etc., est beaucoup trop... on a tendance à beaucoup trop fonctionner sur le mental, et donc sur les raisonnements logiques qui peuvent se passer dans les neurones, au niveau des neurones. Les raisonnements logiques, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On peut ressentir des choses. Il se trouve que l'intuition, le ressenti, c'est quelque chose qui se trompe presque jamais. Et à tel point que ça en devient flippant. Ça en devient vraiment flippant. En tout cas, et qui dit peur dit relié à l'ego, qui dit relié à l'ego dit temporalité, et donc c'est normal, corps humain et mental. Mental qui est là pour préserver, contrôler, prévoir et juger. Donc ce ressenti qui ne se trompe jamais, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas du tout lié à l'intuition telle qu'on en parle je sais pas, en psychologie par exemple. L'intuition qui est la somme des expériences passées et des informations qu'on a eues dans le passé et qui ressortent comme ça un jour en milieu de nulle part en mode intuition et dont on ne sait pas d'où elle vient parce qu'elle vient de notre subconscient, elle vient pas de notre conscient, elle vient d'une partie de notre cerveau dont on n'a pas accès si on n'est pas dont on n'a pas accès. Mais il est possible que dans l'intuition il y ait d'autres choses, comme par exemple lorsque tu es en train de communiquer avec quelqu'un. Lorsque tu es en train de communiquer avec quelqu'un et qu'à un moment du dialogue, tu sens que tu peux dire quelque chose ou que tu ne peux pas dire quelque chose. Ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois de sentir qu'à un certain moment de la discussion, je peux dire que le mec est un enfoiré sans qu'il le prenne mal, tu vois, par exemple. Ça m'est arrivé que je peux dire il n'y a pas que pour les gros mots, il y a pour plein de choses en fait. Tu sens un moment où tu peux dire quelque chose, un moment où tu ne dois surtout pas dire des choses. Et alors, ces ressentis-là, ils ne sont pas issus de notre mémoire et de notre... comment dire, ils ne sont pas issus de notre mental, ils ne sont pas issus de notre... de ce qu'on a accumulé par le passé et des sagesses qu'on a accumulées par le passé. Elles sont directement issues de l'échange qu'il y a eu entre le corps de la personne à qui tu parles et ton corps. Mais quel échange parlons-nous? De quel échange parlons-nous? C'est là que la spiritualité intervient. C'est qu'en fait ce sont des échanges beaucoup plus subtils, des échanges de type électromagnétique, magnétique tout court. Je ne sais pas si on peut faire une différence, mais c'est des échanges en fait qui sont vraiment, vraiment subtils et même, je dirais même chimiques, phéromonales. Des phéromones. Hormones, c'est le phéromone. Oh putain. Il y a une guêpe, sérieux, il y a une guêpe en train de piquer l'appareil. Je sais pas ce que c'est que son projet dans la vie, mais elle est en train de bouffer quelque chose. J'aimerais trop la prendre en vidéo, mais elle est sur l'appareil malheureusement. Elle est en train de bouffer. Putain, qu'est-ce qu'elle bouffe? Elle est en train de bouffer quelque chose, mais c'est formidable ce qui se passe. Je vais la prendre. Alors excusez-moi du dérangement, oui c'était en fait c'était une guêpe qui était en train de bouffer un autre insecte. Et le plan était magnifique quoi. C'est dommage parce qu'au début je croyais qu'elle était en train de piquer l'appareil, mais en fait elle utilisait juste son abdomen pour avoir un point d'appui supplémentaire pour pouvoir utiliser ses deux pattes avant et bouffer son cadavre d'insecte. C'est assez marrant. Les guêpes elles sont je crois carnivores à... Alors ça dépend le type de guêpe,
mais ça varie entre 30 et 80%. C'est-à-dire qu'il y a des guêpes qui mangent 80% d'autres insectes. Là où tu en as qui mangent 30% de leur alimentation sont des insectes. Bon. Alors, j'en reviens à mon propos. En fait, quand tu es face à une personne et que tu communiques, des fois, il y a des échanges qui sont électromagnétiques et phéromonales. C'est-à-dire aussi que, par exemple, il y a des expériences qui ont été faites. On a fait sentir des t-shirts usagés à des gens. Et alors, ça a été fait pour les hommes comme pour les femmes. Quand on fait sentir des t-shirts usagés à des hommes, ils vont presque à l'unanimité dire que le t-shirt qui sent le meilleur, c'est le t-shirt qui a été porté par une femme en pleine période d'ovulation. C'est-à-dire que les hommes, instinctivement, en sentant des t-shirts, vont se diriger vers une femme qui en gros était dans une période de reproduction. Vous savez, le cycle hormonal des femmes, c'est réglé sur la lune. Donc en 29 jours, elles ont leurs règles et donc il y a des périodes pendant ces 29 jours où elles sont plus à même de faire des rencontres et des périodes où il vaut mieux pas les fréquenter. Et donc cette expérience a été faite pour les femmes comme pour les hommes et c'est pareil, le résultat est le même. Pour les femmes, quand on leur fait sentir des t-shirts d'hommes, elles vont se diriger vers les t-shirts du mec qui est le plus testostéroné, le plus masculin dans sa composition hormonale. Et les phéromones, du coup, en gros, ce sont quoi? Ce sont des hormones. Phéro, le suffixe, préfixe. Phéro, en gros, veut dire volatile dans l'air, qui vole dans l'air. Donc une phéromone, c'est une hormone qui vole et qui est captée par autre être vivant. Donc ça veut dire que lorsqu'on discute avec des gens, il y a un échange. Alors, on va essayer d'énumérer les échanges. Lorsqu'on discute avec une personne, il y a un échange dialogue, un échange vocal, un échange électromagnétique, un échange hormonal, un échange que j'ai envie d'appeler en fait, je ne sais pas si électromagnétique et magnétique c'est pareil, parce que il y a plusieurs formes de magnétisme et il y a un magnétisme plus cellulaire. Voilà. Quand je disais échange électromagnétique, je parlais vraiment de l'échange, genre quand tu as une émotion grave hardcore, tu es énervé comme ça, les gens ressentent autour de toi ton émotion par ce champ électromagnétique que tu projettes. Et c'est aussi une question d'hormones. De toute façon, on communique toujours de plusieurs manières différentes. C'est jamais une communication. On n'isole jamais un type de communication, sauf par Internet. Même par Internet en fait. Parce qu'il y a encore une autre communication dont je ne vous ai pas parlé, qui est spirituelle, on va dire, enfin pas spirituelle, ésotérique. Une communication de structure à structure, une communication intemporelle en fait, d'un être à un autre être. Et alors ça, bon là c'est complètement dans la mystique, hein, donc vous pouvez ne pas y croire si vous voulez, mais il se trouve qu'avec certaines personnes, eh bien on est programmé pour se rencontrer à certains moments de notre vie, voilà. Et que vous le vouliez ou non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indépendant, qui ne fait pas partie de notre volonté, de notre mental et tout, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment un peu comme dans les films de science-fiction qui tournent autour du temps. À un moment, la mort de quelqu'un doit arriver. Ben, c'est à peu près la même chose. À un moment, on doit faire certaines rencontres. Et ça arrive comme une enclume qui tombe du ciel, quoi. C'est paf, c'est bon. À un moment, tu es tombé dessus et ça devait arriver. Oui, ça peut être un biais, merci les scientifiques. C'est un biais de mon cerveau, comme quoi il fallait comme quoi tu interprètes les choses comme si ça devait arriver, alors qu'en fait c'est scientifique. Tu idéalises la personne, machin chose. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, j'ai le droit de penser ce que je veux. De toute façon, si le monde dans lequel on vit perd sa magie, eh bien il ne sert plus à rien de vivre, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de dire aussi un peu aux gens, c'est que quand tu à réfléchir trop rationnellement, on se rend compte qu'en fait on perd, parce que la raison de type, bon la raison elle peut aller loin, la philosophie peut aller très loin,
La philosophie est capable d'appréhender des choses que la science ne peut pas. Mais à réfléchir uniquement par la science, en fait, on s'obstrue de base, on obstrue notre expérience humaine à tout ce que la science n'a pas encore découvert. Ah, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit des choses très inspirantes et ça n'a pas enregistré. Si seulement j'avais un retour vidéo, si seulement. Alors, ce que je disais avant que ça se coupe, c'était que de base, lorsque tu punaise, j'ai tellement évolué dans mon dialogue que revenir à cet endroit-là, ça me fait du mal, tu vois. Donc de base, lorsque tu vois le monde par des yeux de scientistes, donc de personnes qui ne croient qu'en la science, eh bien tu t'obstrues tout ton esprit à s'ouvrir aux autres possibilités. Et donc après j'ai enchaîné sur quelles sont ces autres possibilités. Ces autres possibilités, en fait, elles sont énormes et on s'en rend compte quand on communique avec des êtres vivants, quel que soit l'être vivant, même une plante. Eh bien on se rend compte que autour de chaque être vivant, il y a un champ magnétique. Et par exemple, là en face de moi, j'ai un être que je trouve absolument magnifique. Et lorsque je regarde ce être, je suis convaincu, je sais, de toute façon, si je teste mon biochamp, je sais que c'est ce qui va se passer, mon biochamp va s'amplifier. Eh bien, en gros, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'ouvrir au monde et le champ magnétique qui est autour de moi, qui part de mon être, il va s'ouvrir au monde aussi. Et alors, ce champ magnétique-là, c'est la preuve que je suis en train de communiquer avec cet arbre-là en face de moi. Juste comme ça, juste par le regard et par l'intention de vouloir communiquer avec cet être et en fait de m'ouvrir à lui. Et la science ne peut pas expliquer ça, mais pourtant expérimentalement c'est une évidence. C'est une évidence pour tous ceux qui l'ont déjà vécu et pour tous ceux qui peuvent le tester, ne serait-ce que par la méthode du biochamp. Pour les gens qui sont aveugles comme moi et qui n'ont pas les perceptions pour vivre ça réellement dans leur conscience, eh bien on a toujours des méthodes comme par exemple le test du biochamp. Bon, vous tapez biochamp sur YouTube, qu'est-ce que le biochamp, et puis vous verrez, j'ai pas envie de vous expliquer. Et les scientistes vont devenir fous à la vue de cette vidéo. La chose qui est énorme, c'est que du coup, le monde s'ouvre à énormément de possibilités. Et les communications s'ouvrent à énormément de possibilités avec les choses qui nous entourent et les êtres vivants qui nous entourent. Les plantes ont aussi un champ magnétique. Les plantes ont aussi des communications olfactives, pas phéromonales, si chimico-phéromonales, tu vois. Elles vont envoyer dans l'air des ferro-composés qui vont être captés par des insectes pour communiquer avec les insectes et pour leur permettre de venir à certains moments, etc. Quand les fleurs s'ouvrent, alors c'est le moment pour envoyer des phéromones, etc. Bon, les plantes communiquent de manière chimique avec les insectes. Phéromones, c'est hormones, donc c'est créé par des animaux, donc on ne peut pas employer ça pour des plantes, mais c'est pas grave. Plus de composés dont on a conscience, que ceux dont on a confiance, c'est-à-dire par les 5 sens. Et bon, après les composés chimiques, c'est par l'essence aussi, mais il y a plus que ça, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parlons maintenant un peu d'épigénétique, et j'avais donné un exemple avant que la vidéo se coupe. Imaginons que je vis dans une... Alors, pour comprendre un petit peu ce que je vais dire, regardez. Là, je suis en train de toucher des feuilles mortes. En touchant ces feuilles mortes, je suis en train de créer des choses incroyables. Chaque contact avec ces feuilles mortes et avec cette faine de hêtre, par exemple, va provoquer de la chaleur, provoquer un mouvement, provoquer des explosions atomiques, des choses incroyables qui vont se passer au niveau atomique. En fait, ce que je suis en train de faire là... Oh, le moustique! Et t'as piqué dans un nerf, espèce de gitan. D'habitude, tu fais attention. D'habitude, les moustiques font attention à ne pas piquer dans les nerfs. Mais celui-là, il m'a fait mal, tu vois. Il est en train de piquer, là, il suce. Bon, je le laisse faire, il n'y a pas de problème. Et ah non, parce que si je le laisse faire, peut-être qu'il va appeler ses potes. Je sais pas, je vais le laisser faire, on verra. Mais je le sens en fond, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Donc, en touchant ces plantes-là, je suis en train de créer peut-être des explosions atomiques, des trous noirs, des trucs de fou. Enfin, peut-être pas des trous noirs, mais qui se passent à l'intérieur de ces plantes. Je suis peut-être en train de créer des univers, je suis peut-être en train de créer des Big Bang en touchant ces plantes. Et alors, ce que je veux vous dire,
c'est que l'impact que j'ai sur ces feuilles-là est aussi fort que l'impact que cette forêt a sur moi, que les gens qui m'entourent ont sur moi et que les choses qui m'entourent ont sur moi. Donc ça veut dire, en gros, qu'est-ce que je veux dire plutôt pour m'expliquer, lorsque je vis dans un milieu, ce milieu impacte sur moi par son magnétisme et toutes ces autres caractéristiques, toutes ces autres informations découlant du milieu. Son humidité, ses bruits, tout va influer sur moi, à tel point que génétiquement, dans le code ADN de mes cellules, dans le noyau cellulaire, il va se passer un changement épigénétique qui va faire en sorte que les actines le long des histones, en fait les histones sont des grosses boules, et les actines d'ADN, donc les filaments d'ADN, les hélices, les hélicoïdales là, ils vont se programmer, on va dire elles vont se programmer de manière à ce que les actines d'ADN qui soient les plus utilisées par les cellules sont celles qui sont adaptées au milieu et uniquement celles qui sont adaptées au milieu. Ce qui veut dire en gros que si je vis dans une famille de dépressifs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'habituer à des gens dépressifs, je vais m'habituer au contact de gens dépressifs, de champs magnétiques de gens dépressifs et d'influence de champs magnétiques, d'influence de gens dépressifs. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ADN va s'habituer à communiquer avec ces gens-là de manière à pouvoir les gérer plus efficacement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Il va se passer que même dans la rue, quand je vais sortir, en fait c'est normal, c'est naturel. Si mon corps s'est adapté à ces gens-là, c'est pour que je puisse mieux les gérer et que je puisse mieux vivre avec. Lorsque je vais sortir dans la rue et que je vais tomber sur quelqu'un que je ne connais pas, qui est aussi dépressif, je vais avoir une attirance naturelle pour cette personne, et cette personne va avoir une attirance naturelle, magnétique, directement d'elle à moi et de moi à elle, tout simplement parce que épigénétiquement, notre waouh, mais comment il fait mal, mais oh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi? Parce que épigénétiquement, nous sommes adaptés. Voilà, nous sommes adaptés. Son code de dépressif et mon code de gérant de dépressif, de soignant de dépression, on va dire ça comme ça, sont adaptés, et ma polarité magnétique est bonne et va s'adapter à la sienne. Bon. Ça m'énerve parce que tout ce que je suis en train de dire, je l'ai dit, mais beaucoup mieux avant parce que j'étais dans l'émotion du truc. Et donc, j'ai l'impression de perdre vraiment un petit peu l'essence de mon discours, de mon dialogue, parce que voilà, tout ça je l'ai dit pendant que ça n'enregistrait pas, malheureusement. Alors voilà, par le contact avec des gens dépressifs, je me suis polarisé en tant que aidant de gens dépressifs. Et ce qui va faire que dans ma vie, je vais attirer ces gens-là, et qu'en plus mon cerveau se sera habitué, et là par contre c'est mental, là on est dans le mental, dans le fonctionnement du cerveau, mon cerveau sera habitué à reconnaître ces gens-là, puisque ton cerveau, ton mental, ne cherche que à reconnaître ce qu'il connaît déjà, et à réidentifier ce qu'il connaît déjà. En fait c'est par sécurité, par besoin de sécurité, par besoin de plein de choses, de sociabilité, etc. Il va essayer de reconnaître ce qu'il connaît déjà. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose, il s'est passé des contacts magnétiques, il s'est passé plein de choses épigénétiques en fait. Où est-ce que je veux en venir avec ce propos? Maintenant, admettons, vous vivez dans des grandes villes et moi je vis dans cette forêt. Qu'est-ce qui va se passer? Votre épigénétique, votre truc va s'habituer aux gens des grandes villes. Le problème avec les grandes villes, c'est que les grandes villes sont de véritables fours à émotions et à illusions. Tout le monde projette ses illusions et ses émotions sur tout le monde. Et le fait que comme tout le monde est dans des émotions, tout le monde est dans un instinct de survie trop amplifié, eh bien personne ne peut réfléchir réellement et se remettre en question et prendre le temps de vivre de nouvelles expériences et de comprendre un petit peu, de gagner en sagesse, tu vois, de s'assagir. Et en fait, les grandes villes donc, sont des nids à gens des fours à émotions
où on se perd extrêmement facilement. Et donc vous, en habitant dans les grandes villes, vous allez habituer votre génétique à faire face à des gens complètement perdus dans l'illusion et dans l'émotion constante. Et vous allez du coup être exactement comme eux, parce que le meilleur moyen de gérer des gens émotifs, c'est de pouvoir comprendre leurs émotions et donc d'être émotif toi-même. Ou alors un pervers narcissique. C'est pour ça qu'il y a autant de pervers narcissiques dans les grandes villes. Sachez qu'il y en a toujours eu autant et qu'aujourd'hui on les voit alors qu'avant on ne les voyait pas. C'est la seule différence entre avant et aujourd'hui. Bon, moi je vis dans cette forêt, qu'est-ce qui se passe? Je vis entouré d'êtres végétaux, je vis entouré d'insectes et d'animaux. Tous vivent dans la jouissance du moment présent. Tous vivent dans une jouissance formidable. Je vis entouré d'êtres vivants avec lesquels j'ai des communications magnétiques, des communications épigénétiques. Mais sauf que ces êtres vivants-là sont dans la jouissance. Donc résultat, je vais m'adapter à des êtres dans la jouissance. Je vais donc moi-même être et pouvoir apprécier et reconnaître la jouissance. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est l'essence de mon propos, c'est que si tu vis dans la nature, tu vas t'assagir, tu vas devenir plus calme, tu vas devenir plus intelligent puisque tu seras capable d'être en contact même avec ce qui nous a permis de vivre aujourd'hui. C'est la nature qui nous a permis d'être là aujourd'hui et rien d'autre. Et si tu la comprends, si tu vis avec, tu es capable dans tes raisonnements de la prendre en compte. Ce qui n'est plus le cas dans les grandes villes. Les gens des grandes villes sont complètement détachés de la nature. Qu'ils soient véganes ou féministes, les gens des grandes villes ne sont pas aptes à créer des relations saines avec d'autres êtres vivants. Voilà, je vous le dis clairement, je suis radical là-dessus. C'est une très faible minorité des gens dans les grandes villes. Et souvent des blagues. C'est incroyable. Les blagues sont forts. Les blagues sont extrêmement forts, je les comprends. Je les comprends pas en fait. Comment ils font pour être aussi forts? La puissance du black, de l'africain, parce que moi j'en ai connu beaucoup et c'est vrai que c'était souvent la même conclusion. Ce sont des gens capables de conserver la jouissance dans des milieux complètement dépourvus de jouissance, comme les grandes villes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, je vous parle pas des blagues de banlieue, parce que de toute façon, le banlieusard est une nouvelle race d'humains, qu'on peut comparer à une hyène qu'on a créée nous-mêmes à force de nous auto-apprivoiser entre nous et de faire des enclos d'humains que sont les banlieues. Eh ben, on a créé une nouvelle race d'humains hargneux qui sont les banlieusards et qui vont brûler des voitures lorsqu'ils sont heureux. Bon. C'est normal, hein. À trop gâter des êtres vivants, la seule chose qui peut les amuser, c'est de détruire. Voilà, parce qu'en fait, tout est construit pour eux. Donc la seule chose qui les amuse à force, c'est de détruire. C'est pareil. C'est une conformation épigénétique par rapport à un milieu qui est le milieu de la banlieue. C'est aussi simple que ça, c'est toujours ça. Vous avez compris, le gros de mon propos, il est là. Allez vivre dans la nature, puisque c'est la seule chose qui sera capable non seulement de vous assagir et de vous rendre dans la jouissance. Dans les grandes villes, les Parisiens par exemple ont trouvé une méthode pour rester quand même assez proche de la sagesse tout en étant bouffés par leurs émotions et leurs dépressions et leurs choses. En fait, c'est d'être très littéraire. Voilà, les livres permettent de s'évader et de rentrer directement... Bon là c'est trop mystique ce que je vais dire. De rentrer directement en contact avec ce qu'a voulu retransmettre l'auteur du livre, rentrer directement en contact avec l'esprit de l'écrivain, et donc en fait ça les permet de s'évader et de rester proche de la sagesse tout en ayant des comportements parfois ridicules. Je parle en fait, je suis en train d'analyser des Parisiens que je connais. Des Parisiennes surtout. Non pas que je suis le genre de gars à fricoter, mais quand je suis allé à Paris la dernière fois, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, c'est vrai que les discussions que j'ai pu avoir, et puis même quand tu vois quand je discute avec des Parisiennes, tu vois qu'il y a quand même... Bon, je vais arrêter avec mes conneries, mais... Mon propos est là, il est simple, allez vivre dans la nature. Il n'y a que ça qui peut vous rendre plus ouvert,
plus dans la jouissance de votre vie et aussi plus sage par la même occasion. Voilà. Voilà. Dommage, je suis dégoûté parce que j'ai fait cette vidéo, elle était mieux et elle n'a pas enregistré. Je regarde pas aussi beaucoup la caméra, c'est dommage. Donc d'ailleurs, je devrais aussi faire des... Voilà, je devrais faire des exercices comme ça un peu plus souvent, histoire d'avoir une voix beaucoup plus posée, car en fait ça entraîne le micro-diaphragme que j'ai au niveau de la gorge et des cordes vocales pour parler d'une manière plus séduisante, plus sérieuse. Je me suis rendu compte en fait en faisant le des hindouistes et des bouddhistes que ça avait aussi un grand intérêt corporel et dans le contact avec les autres. Ouais. Bon, bah sur ce, on va éteindre la caméra et puis je vais peut-être la réouvrir après si j'ai d'autres choses qui arrivent. Ciao. Oui, depuis tout à l'heure, j'ai des moustiques en train de me bouffer les jambes, vous voyez? Et c'était des gros, là c'est des petits, maintenant que je me suis levé, il n'y a que les petits qui m'ont suivi. Mais c'était des énormes, des gros. Et alors, tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà encore, tu vois, ce que m'a permis la nature. La nature m'a permis de me dire ça. Un moustique, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste me prendre un petit peu de sang. Mon corps est capable de créer jusqu'à 3 litres de sang par jour. Alors c'est un chiffre complètement au hasard, je me dis que c'est à peu près, ça doit être dans ces environs-là, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. Mon corps est capable de créer jusqu'à 3 litres de sang par jour. Donc pourquoi est-ce que je ne donnerais pas un peu de mon sang à ce moustique? C'est mon contact avec la nature et avec la forêt qui m'a permis de me poser cette question. Parce que avant, quand je venais dans la forêt, quand j'habitais dans des grandes villes, ou dans des moyennes villes, on va dire, le premier réflexe c'était tue le moustique, tu vois, tue le moustique. Comme tout à l'heure avec mon nez, il y a un moustique qui s'est posé sur mon nez, je l'ai tué par réflexe. Juste parce que je voulais pas qu'il reste là, parce qu'il me gênait, tu vois. Mais pendant toute ma vidéo de peut-être 30 minutes là, que je viens de vous faire, il y avait des moustiques en train de me bouffer les jambes et je les regardais souvent. Et il y avait même un gros moustique avec des points blancs sur les pattes. Franchement, le moustique il faisait trop flipper, j'avais l'impression qu'il portait une maladie, le machin, tu vois. Et alors, j'ai laissé faire, pas de problème. De toute façon, c'est qu'un petit prélèvement et c'est qu'un être de la nature qui vit que de jouissance. Donc je lui donne un petit peu de jouissance, c'est-à-dire je lui donne un petit peu de sang. Et en échange, et en faisant ça, je le pardonne. Je pardonne cet être qui n'a rien demandé d'autre que de vivre en fait. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne rentre pas dans la colère du mec qui veut faire face au moustique en mode tu vois, ce mec là, tout est émotif et émotionnel et ultra brutal et qui n'arrive jamais à trouver la paix en fait, parce qu'il est tout le temps soumis à ses compulsions à deux balles, à deux ronds, en fait, qui ne connaît pas encore la paix intérieure et c'est dommage pour lui. Tu devrais connaître ça, c'est tellement bien. Donc voilà. C'est marrant parce que là ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois. 1 mois et demi plutôt que j'ai pas fait de vidéo et j'ai l'impression que c'est un peu la fin de moi sur YouTube. C'est-à-dire que plus j'avance sur YouTube, plus je me rends compte que la seule chose que je peux faire sur YouTube c'est de parler. Voilà, c'est ça. Je suis un gars, je suis un fils de berger, je suis un fils de pêcheur, je suis un fils de nomade du désert, je suis un fils d'érudit du désert aussi. Dans ma famille de ma mère, il y a des érudits. Des gens très intelligents, franchement impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et alors donc voilà, je suis bon qu'à parler en fait. Je suis bon qu'à parler et la tradition orale c'est mon truc. Je pense que si on était 2000 ans plus tôt, je serais un druide ou un chaman, tu vois. Bref. Regardez-moi cette forêt magnifique, putain. C'est pas beau ça? Comment ne pas... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là?
C'est quoi ça, putain? Ah, magique. Ça gâche le paysage. Ah, purée. Non, mais comment ne pas rire? Comment ne pas apprécier la nature, quoi? Comment ne... Je sais pas, c'est ça qui est beau, en fait. Ça me fait tellement plaisir de revenir dans cette forêt parce que ça fait longtemps que je suis pas venu dedans et elle est dense. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de soleil dehors. Mais à l'intérieur, c'est sombre. Ça fait plaisir. Voilà, cette vidéo va faire 40 minutes. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas tout dit. Sachez que là, dans ma tête, trotte une idée sur l'objectivité et la subjectivité depuis de ouf en fait. C'est après j'ai aussi des vidéos sur la conscience, sur l'âme que j'avais tourné avec mon tout. J'ai trop de choses que je pourrais publier et qui me libéreraient d'un poids et qui me permettraient du coup d'accueillir du neuf. Mais je pense que c'est pas pertinent. C'est vraiment pas pertinent. En tout cas, un petit indice sur ma réflexion du moment, c'est objectivement, rien n'est objectif. Mais pour comprendre ça, il faut aller très loin, je pense, dans des idées soit quantiques, soit spirituelles. Il est fort possible qu'il existe une communication indépendante du temps et de l'espace. Une communication qui en fait transcende complètement notre idée même de ce qui est possible ou pas. Qui transcende même l'idée de mort en fait. Une communication qui s'apparente beaucoup plus à de la magie. En tout cas, complètement ésotérique. Qui ne peut qu'être vécue que par et ressenti que par de très faibles, mais d'une faiblesse, des signaux en fait nerveux, sous forme de songe souvent, mais d'une faiblesse, mais tellement faible que ça demande un entraînement de dingue, ou alors tout simplement le fait d'être de base comme ça, d'être né dans cette mélasse de malfonctionnement, puisque c'est un être qui fonctionne bien n'est pas censé pouvoir en fait communiquer hors de son temps, hors du temps qui le programme, qui le fait vivre, car nous sommes des bêtes temporelles. Mais il est bien possible une souris. Je viens de voir une souris. Bon, j'ai pas le temps de filmer à chaque fois, ça sert à rien d'essayer de vous montrer un animal déjà parti. Donc il est bien possible que ce moyen de communication, en fait, qu'il n'en est pas réellement un, puisque si c'est indépendant du temps, si ce n'est plus en fonction du temps, ce n'est plus une communication, ce n'est plus un flux. Ce n'est plus un flux. C'est quelque chose d'autre. Mais ce n'est plus un flux comme une rivière, comme une information qui arrive de nulle part et qui arrive en nous. C'est forcément autre chose si c'est indépendant du temps. Donc c'est assez... Voilà. Je vous laisse sur cette possibilité-là. Moi, je fais mes recherches de mon côté. Mais ça n'aboutira certainement pas à grand-chose. En tout cas, beaucoup de magistes et de spirituels, ésotériques plutôt, en ont parlé. Spirituel ne veut rien dire, donc je devrais arrêter d'employer ce mot. Enfin, il veut dire esprit. Maintenant, je le prends au sens étymologique. Au sens étymologique est peut-être beaucoup mieux pour ce mot spirituel qui en fait ne veut dire que esprit. Ou de l'esprit, voilà. Spirituel veut dire de l'esprit. C'est pas moi, pardon. Au revoir, jeune humain.